Bonjour et bienvenue à notre deuxième webinaire de cette série consacrée aux pratiques de soins tenant des comptes des traumatismes de la résilience. C'est notre toute dernière série avec cette application à propos des approches de traumatisme et comment nous nous engageons avec ces soins. Je m'appelle Carole Fancott, je suis directrice de l'engagement des patients et des partenariats à Healthcare Excellence Canada et je serai l'une de vos co-animatrices aujourd'hui. Avant de commencer, il y a des outils dont nous disposons pour faciliter la pleine participation de tous ceux qui se sont joints à l'appel aujourd'hui. Nous avons le plaisir de proposer aujourd'hui cette session avec une interprétation simultanée en 3 langues. Si vous voulez entendre la voix de notre interprète francophone, veuillez sélectionner français dans le menu d'interprétation situé en bas de votre écran. En outre, l'interprétation en langue des signes est disponible en American Sign Language et en langue des signes québécoise. Chacune de ces langues est également accessible à partir du bouton d'interprétation dans votre menu Zoom. Nous vous demandons également d'accéder au menu Options de visualisation situé au-dessus de l'écran et des diapositives pour sélectionner la langue des diapositives que vous souhaitez voir. Alors, cette session se veut être un espace d'apprentissage et de réflexion. Veuillez noter qu'il y a des soutiens qui sont disponibles en français et en anglais pour débriefer sur le contenu discuté et pour soutenir notre bien-être. Un conseiller est disponible pendant la session et pendant 3 heures après la session au numéro suivant. 1-888-829-5815. Ce numéro a été ajouté au clavardage et vous pouvez le contacter à n'importe quel moment de la session et pour les 3 heures qui suivent. En cas de forte demande pour ce service, il se peut que l'on vous demande de laisser un message vocal et on vous rappellera à partir d'un numéro privé. Vous noterez que la boîte de clavardage a été paramétrée pour permettre à tous les participants de discuter avec nos panélistes, mais pas entre eux. Nous vous assurons que vos commentaires et réflexions sont les bienvenus à tout moment au cours de l'événement et notre équipe travaille en coulisses pour s'assurer que les messages clés seront partagés avec l'ensemble du public. Alors, nous avons un ordre du jour chargé avec nos intervenants et nous n'aurons pas le temps de discuter de vos questions en direct aujourd'hui. Cependant, vos questions et commentaires seront rassemblés et les réponses seront communiquées après l'événement. Et puis, finalement, veuillez noter que cette session est enregistrée et que l'enregistrement sera disponible par courrier électronique et sur le site web du CEH dans les jours qui suivront la session. Alors, nous sommes tellement reconnaissants que vous aviez pris le temps de passer cette prochaine heure avec nous pour que nous puissions apprendre ensemble avec donc tous ces panélistes qui sont avec nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, passez un moment pour répondre à la question du sondage qui s'affiche sur votre écran. Veuillez, s'il vous plaît, faire défiler l'écran vers le bas pour voir la question et y répondre. Et n'oubliez pas de cliquer sur Soumettre pour nous envoyer votre réponse. Je reconnais que nous sommes tous réunis virtuellement en provenance de divers endroits à travers le pays. Je reconnais avec gratitude être une visiteuse sur les terres où je me joins à vous, sur le territoire non cédé des peuples Musqueam, Squamish, Mississauga, ici de côté ouest de Toronto, où les cherry blossoms sont en train de vraiment s'épanouir. Healthcare Excellence Canada s'est engagé dans des efforts de vérité et de réconciliation avec le gouvernement, les organisations et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et reconnaît qu'il s'agit d'un voyage d'apprentissage dans lequel nous sommes tous engagés en tant qu'individus et collectivement en tant qu'organisation. J'offre cette reconnaissance des terres comme un acte de réconciliation et je suis tout à fait reconnaissante du résultat des nombreux sacrifices des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Veuillez passer un moment pour réfléchir au territoire sur lequel vous êtes et si vous ne connaissez pas le territoire sur lequel vous vous trouvez et l'histoire qui l'a construit et précédé, nous avons fourni le lien vers Native Land Digital dans le clavardage. J'ai le privilège de co-animer cette session avec Denise McQuaig. Denise est une aînée métisse avec donc la Health
nous est consultatif. Le président de la Commission première cercle de santé et retourne auprès d'un certain nombre de conseils et de comités à travers le pays. Je passe la parole maintenant à Denise et qui va vraiment commencer sur ce que nous allons faire en apprentissage aujourd'hui. C'est à vous, Denise. Merci, Carole. Et nous pouvons passer à la diapositive supplémentaire avec le groupe de conseil. Cet échange a été sur l'apprentissage sur l'équité et la collaboration consultative, présidé par Carole, qui présente ce système de santé, y compris des personnes ayant une expérience vécue, des organismes de santé pancanadiennes et des conseils provinciaux de la qualité. Le groupe consultatif a fourni des conseils, des idées et des perspectives sur le contenu de l'échange d'apprentissage virtuel et a identifié les soutiens pertinents pour créer un environnement sûr pour les participants à l'échange d'apprentissage. L'année dernière, nous avons commencé par une série de webinaires avec le docteur Stephanie Nixon et Ed Connors pour explorer donc ce qui a été proposé avec un examen des préjugés inconscients et des privilèges. Et une série de webinaires a été consacrée à l'engagement éclairé par le traumatisme au niveau individuel et systémique. Les enregistrements de ces sessions sont disponibles sur le site web de HEC. Je tiens à remercier les membres du groupe consultatif pour leurs conseils. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les intervenants de la session d'aujourd'hui. Nous allons écouter 2 études de cas présentant des initiatives conçues pour lutter contre les inégalités en matière de soins de santé et pour favoriser un engagement plus équitable avec des personnes ayant des expériences diverses du système de soins de santé. Katie Mai et Laura L.T. Todd du projet Unite et Alice Maybe et Ambreen Sayani de Equity Mobilizing a Partnership in Community Impact. Kelly Mai est une femme cantonaise chinoise de la diaspora et une habitante de première génération des territoires non cédés des peuples Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. En tant que responsable principal de l'expérience des patients et de l'engagement communautaire au BC Mental Health and Substitute Use Services, sa passion est de transformer la conception et la prestation des soins pour les personnes confrontées à la marginalisation sociale et économique. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration de la santé et d'une désignation PMP. Laura L.T. Todd, qui est donc elle, de Victoria en Colombie-Britannique, a plus de 20 ans d'expérience vécue dans les systèmes de soins de santé et d'aide sociale en tant que personne souffrant de troubles concomitants de la toxicomanie et de la santé mentale, ce qui la rend passionnée par le démantèlement de la stigmatisation associée à la toxicomanie et à la maladie mentale. LT est titulaire d'un diplôme en études juridiques et est actuellement conseillée au Pacific Center Family Center Services. Alice Maybe est une patiente partenaire des soins de santé depuis 2011. En partie parce qu'en tant que femme, elle a été maltraitée et lésée par certains médecins. Elle collabore à de nombreux aspects des soins de santé, notamment des projets de recherche et à des domaines de prestation de services et de politique. Alice a travaillé dans le domaine de la technologie, formant des femmes à l'utilisation des ordinateurs et à l'obtention d'un emploi, puis concevant de grands systèmes logiciels, dont un pour des cliniques médicales. Elle plaide en faveur de l'évolution du système de santé et de l'engagement des patients et du public. Alice cherche de nouveaux moyens d'impliquer des personnes de tous horizons et de toute communauté, ce qui l'a amené à co-initier Impact, une communauté de personnes ayant des expériences vécues diverses axées sur l'équité en matière de santé. Elle est cofondatrice du réseau des conseillers de patients PAN, une communauté nationale de conseillers partenaires de patients et de familles. Et puis, la docteure Ambreen Sayani, qui est une scientifique au Women's College Research Institute à Women's College Hospital, elle est titulaire d'une bourse de développement de carrière de 6 ans des Instituts de recherche en santé du Canada pour diriger la recherche axée sur le patient au Canada. La docteure Sayani est conseillère experte en équité en matière de santé pour le partenariat canadien contre le cancer, membre du comité consultatif médical du réseau canadien des survivants du cancer et cofondatrice de Equity Mobilizing Partnerships in Community,
Ses domaines d'expertise sont l'engagement des patients, l'équité en matière de santé et des soins contre le cancer. Et le docteur Sayani s'associe aux patients pour co-créer des connaissances par le biais de la recherche afin d'influencer les politiques et d'améliorer les résultats de santé liés au cancer pour tous les groupes de population. Carole, c'est à vous. Merci Denise pour ces présentations. Et je vais maintenant passer la parole à Kaylee et LT pour commencer. Bienvenue à toutes les deux. Merci beaucoup, Denise et Carole, pour cette présentation fantastique. Bonjour à tous. Nous sommes tellement heureux de pouvoir partager notre travail en Colombie-Britannique, surtout de notre institut, avec une diversité nationale à travers le Canada. Mais tout d'abord, je voulais vous dire un petit peu de quoi il s'agit dans notre organisation et pourquoi nous avons besoin de faire ce travail et aussi vous présenter certaines des opportunités et des défis qui sont tout à fait pertinents à votre travail. Et donc, nos services mentaux en Colombie-Britannique est un service provincial spécialisé pour l'organisation des services. Nous nous occupons des personnes, des patients qui ont des dépendances et des désordres, des troubles, pardon, qui sont complexes, compliqués et sévères. Et nous avons aussi des personnes qui étaient incarcérées et maintenant qui ont fait face à la justice. Évidemment, il y a cette stigmatisation de leur traumatisme à cause de leur diagnostic concurrentiel qu'ils ont eu et de l'expérience qui a été donc criminalisée. Et ça, c'est vraiment un environnement de soins qui, historiquement, sur lequel nous nous sommes appuyés et avec donc un environnement qui crée des opportunités, qui redonne le pouvoir aux personnes qui n'avaient plus ce pouvoir à cause des inéquités du système. Et cela, c'est ce qui fait ce projet Unite. Et ce projet Unite est là pour interrompre les stigmatisations à travers une approche en plusieurs paliers avec parler de ces expériences, de ces histoires, de l'éducation et de pouvoir démystifier les stéréotypes qui touchent la population de nos patients. Et donc, ma co-présentatrice est une personne qui raconte des histoires. Elle fait aussi partie du projet Unite en tant qu'animatrice. Et donc, nous allons rentrer un petit peu plus dans le fond du sujet. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Beaucoup d'entre vous sont familiers avec le docteur Stephanie Nixon et son modèle qui montre comment les systèmes de privilèges et d'oppression peuvent toucher les systèmes de santé. Et ça, c'est une roue qui est un petit peu nuancée, comment ces systèmes touchent chacun d'entre nous d'une façon individuelle. Alors que nous vivons, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous s'identifie dans cette intersection et comment nous sommes perçus par le public et comment nous sommes perçus aussi par le système de santé et comment nous faisons l'expérience de notre santé et de notre maladie. Et évidemment, vous avez cette diversité, d'équité et d'inclusion et cet engagement pour essayer de comprendre les complications d'une personne qui est dans un traitement de soins et où nous pouvons personnaliser cela pour s'engager avec un partenaire directement. Et ça, c'est vraiment une perspective qui a été sur le devant dans la planification de l'initiative Unite. Et vraiment, nous voulions commencer à sélectionner les personnes qui pouvaient être animatrices et modératrices de processus, et une des personnes étant LT, grâce à cette évaluation et en traduisant ce qu'elles ont appris à travers ces pratiques. Et je veux souligner certaines de ces pratiques qui sont sur cette roue ici et comment vous êtes dans le monde. Et c'est que le privilège, quelquefois, est invisible lorsque nous pensons à cela. Et c'est pourquoi réfléchir à comment cela peut nous toucher en tant que praticien engagé et en tant que leader, c'est vraiment une partie importante de comment nous pouvons montrer ces espaces et c'est important comment nous pouvons concevoir notre travail. Je passe la parole maintenant à LT. Bonjour à tous, je m'appelle Laura Todd. Comme vous savez, je suis très honoré d'être ici
du territoire non cédé de Westepson et au Neke, alors que nous appelons cela donc la Colombie victorienne. Alors maintenant, je ne vais pas trop parler de détails parce qu'il y a des choses qui sont en rapport avec le suicide et avec des blessures que je me suis faites à moi-même. Donc, comme Kelly l'a dit, raconter les histoires dans le projet UNAT avait donc une identité marginalisée qui était en intersection, que ce soit donc ça représentait les femmes, les hommes, les personnes binaires, les homosexuels, les hétérosexuels, les personnes autochtones, les personnes qui étaient en prison, etc. Et donc avec des gens qui avaient du diagnostic de troubles mentaux ainsi que des dépendances. On en parlera un petit peu plus tard, mais je pense que vraiment, lorsque nous avons un historique divers et nous avons une intersection des identités, cela nous montre la composition du groupe de personnes au départ du projet et c'est ce qui a rendu les choses comme de la magie. Personnellement, je suppose que je représente un nombre de personnes d'identités opprimées. Je suis une femme homosexuelle, neurodiverse et donc j'ai aussi eu une dépendance. Ça va mieux maintenant et évidemment, je n'aime pas beaucoup les étiquetages, mais je ne veux pas vraiment parler que de mon expérience, mais lorsque nous voulons interrompre la stigmatisation et les identités, eh bien, cela passe par quelque chose de personnel et de politique. Et cela, c'était donc par rapport à ma présentation de mon genre, alors que on m'avait dit que j'avais des facultés intellectuelles qui étaient supérieures, j'avais des problèmes sensoriels, j'avais l'intensité des émotions qui peuvent aussi toucher des enfants qui sont doués. Et donc, j'ai été diagnostiqué plus tard avec des troubles d'attention. Mais vraiment, cela expliquait beaucoup de ces échecs qui, à ce moment, je pensais que je n'étais pas bonne à la vie, mais plutôt j'ai commencé à apprendre comment m'occuper de cela lorsque j'étais adolescente. J'ai commencé à me faire du mal à moi-même, j'ai commencé à être drogué, j'ai été diagnostiqué avec ma première dépression à 16 ans, j'ai essayé de me suicider la première fois à 17 ans et j'ai ensuite été traité pour une dépendance. Et donc le projet UNAT qui était en existence, cette opportunité donc de se présenter qui était là. Et donc je m'étais battu contre cette stigmatisation avec les différentes choses qui se passaient dans le système de santé. Pendant plus de 20 ans, j'ai donc été en désintoxication, je suis allé dans des foyers, j'ai vu un psychiatre, un psychologue, j'étais dans un fellowship de 12 étapes, etc. Toutes ces choses-là avec différents degrés de réussite pendant des années. Et avec le projet Unite, je savais que je voulais que ma voix soit vraiment une force pour un changement social, mais je ne savais pas la peur que j'éprouvais pour raconter mon histoire au monde, juste après avoir accepté le poste. Mais vous savez, j'ai passé la plupart de ma vie adulte en honte et en secret. J'avais honte. J'avais toujours peur de parler de ma vérité. J'avais peur de perdre mon emploi, de ne pas de perdre le respect de ma famille, de mes amis. Et nous avons une conversation dans le projet très tôt et comment nous pouvions utiliser nos vrais noms. Et j'avais très peur, mais j'ai reconnu que mes craintes étaient vraiment les raisons pour lesquelles ce travail était tellement important. Et donc, je me suis cherché moi-même. Et ce que j'ai commencé à comprendre, c'est que ma résistance à vraiment utiliser mon vrai nom, c'est que j'étais privilégié. J'avais peur de perdre ce privilège. Et donc, vous savez, je pense que la marginalisation et donc cet avantage que l'on n'a pas, que l'on ne mérite pas, n'est pas mutuellement exclusif. La plupart de mes identités étaient plutôt sur le côté des valeurs culturelles et des politiques publiques. Mais vous savez, je viens d'une famille vraiment d'un statut social moyen, mais j'ai quand même, j'ai été à l'université, j'ai eu des choses qui m'ont été disponibles dans ma vie pour m'aider. Cela grâce au
au système de santé. Et puis le fait que mes parents avaient aussi des économies pour leur retraite. Et donc mon privilège m'a permis d'être employé pendant toute ma vie, m'a empêché de ne pas devenir sans-abri. Et donc c'est cette culture de la classe moyenne au Canada, donc cette culture dominante qui m'a permis peut-être, je n'avais pas l'air d'être quelqu'un qui avait des problèmes, des troubles mentaux. Et donc, je suis quelqu'un qui peut-être avait quelque chose de moins à perdre, mais j'avais peur de perdre ce que j'avais, peut-être une opportunité de carrière à venir, si peut-être mon nom était lié à un projet, à ce projet. Parce que j'ai passé toute ma vie où on m'a dit indirectement que ma dépendance, que ma santé mentale qui n'était pas bonne, c'était vraiment quelque chose qui était une responsabilité. Et donc, je voulais voir quelle était ma stigmatisation et de voir quel était mon parcours donc de douleur et de savoir quelle était ma valeur sociopolitique. Et je pense que vous êtes tous ici aujourd'hui parce que vous savez que nous avons besoin d'une révolution qui est centrée sur le patient dans notre système de santé. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que je donne la permission à d'autres personnes de faire la même chose. Et donc, je me suis promené entre deux mondes, je veux dire. Et ceux qui avaient le privilège et le pouvoir ne veulent pas changer le status quo. Eh bien, rien ne changera pour ceux qui en profitent le plus. Voilà, je vais repasser à Kaylee pour la prochaine diapositive. Merci beaucoup, LT. Et donc, pour de partager une partie de vous-même, qu'est-ce qui est la stigmatisation qui vraiment perturbe les choses avec tellement de plateformes dont LT va parler. Et c'est vraiment pour continuer d'apprendre dans ce webinaire. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet des activités, ce que nous avons fait, ce que nous avons appris, je veux peut-être orienter la conversation dans un autre contexte, ce que nous comprenons à propos de la stigmatisation. Et donc, vous avez trois types de stigmatisation. Vous avez la stigmatisation sociale, les croyances, les attitudes, les convictions, qui est en généralement endorsée par le public en grand. Vous avez donc la stigmatisation structurelle, c'est-à-dire des institutions légales qui restreignent des différentes opportunités pour certaines personnes. Et puis, vous avez l'autostigmatisation, quelque chose d'internalisé, où vous avez cette perception, où vous avez un stéréotype négatif de vous-même. Et cela, donc, vous avez ces trois stigmatisations qui sont séparées, mais qui sont quand même ensemble. Et donc, vous avez des maladies mentales qui sont quelquefois violentes. Et lorsque ce stéréotype est cru par la population en général, eh bien, cela peut se montrer dans des politiques punitives qui puissent empêcher les gens d'avoir un abri, une maison, ou parce qu'ils ont fait l'expérience de choses difficiles. Et quelquefois, ça peut internaliser des croyances négatives à leur propos. Et alors qu'ils ne peuvent pas avoir un foyer, un abri. Et ça, c'est un cycle de discrimination, de désavantage pour des individus qui ont des maladies mentales, qui sont exclus constamment d'avoir donc un foyer, un abri, parce qu'ils sont marginalisés encore plus avec les résultats de santé négatifs. Et donc, l'initiative United, eh bien, le plus vous avez plus de stigmatisation à ces niveaux, eh bien, cela va se traduire par des changements dans ces changements de stigmatisation structurelle. Et c'est ce graphique vous montre ces différents stéréotypes, comment cela peut continuer dans des actes de discrimination actifs. Et donc, ce sont des attitudes, des croyances qui sont malheureusement négative, une image de soi négative. Par exemple, on ne va pas donner un toit à quelqu'un pour une raison donc de santé mentale. Et donc c'est une interaction négative. Et nous sommes là vraiment pour perturber ce cycle et ce niveau de stéréotype, comme c'est montré sur la prochaine diapo, s'il vous plaît, si vous pouviez la placer. Et donc, ce que nous souhaitons
faire, c'est vraiment rompre le cycle. Notre United Initiative, c'est vraiment changer tous ces stéréotypes, ce que nous croyons, les gens qui ont des troubles et qui ont fait l'expérience de criminalisation avant que cela se manifeste. Nous voulons créer et adopter des opportunités pour ces personnes, pour avoir ces expériences, pour avoir la santé, le bien-être, en changer cela et en changeant ces stéréotypes qui puissent s'infiltrer de la façon comment les soins sont donnés à ces personnes. Comment faisons-nous cela? Eh bien, tout d'abord, nous voulions créer de la formation et de l'apprentissage grâce à des vidéos. Nous avons commencé en 2020, pendant la pandémie. Nous avons embauché 3 personnes qui savaient bien raconter des histoires et 2 personnes qui avaient de l'expérience en tant que modérateurs pour être là à gérer les choses. Et donc, nous avons conçu des mini-documentaires, des séries de documentaires que vous pouvez voir aujourd'hui et qui sont disponibles et nous continuerons ce dialogue dans le clavardage à ce propos plus tard. Nous avons conçu donc une équipe avec dans un laboratoire que nous avons conçu à propos de la santé à l'université de Emily Carr pour traduire ces histoires et pour vraiment écouter avec humilité et pour être des témoins et de vraiment prendre à cœur ces personnes qui racontaient leurs histoires pour pouvoir partager avec le monde. Et donc, dans ce projet, c'était vraiment la lumière dans ce brouillard qui se montrait à propos de la crise dans la santé publique. Et je pense que vous pouvez vraiment en parler. Je vais maintenant vous repasser la parole, Elti, parce que vous pouvez peut-être parler de votre expérience. Oui, ce projet, c'était vraiment sa conception. Nous avions 2 personnes qui avaient de l'expérience en tant que modérateurs, avec 3 personnes qui racontaient leurs histoires. Donc, ça n'a jamais été fait pour que ça soit vraiment un partenariat avec le patient qui soit là, qu'on montre, n'est-ce pas, quelqu'un qui est avalé par un groupe de personnes, on va dire, normales, pour trouver une seule voix. Non, la chose la plus importante de ce projet, je pense, c'est le processus de réalisation des vidéos, c'était la collaboration. Et donc, les services de santé mentale et d'abus et de dépendance de la Colombie-Britannique nous a aidés. Et ça, n'oubliez pas que vous aviez évidemment des personnes qui étaient là et qui faisaient de la thérapie en ligne, mais nous étions, sans le savoir, nous essayons de créer une connexion et nous ne le savions pas. Et nous avions donc ce laboratoire qui était vraiment cadré pour que cette vision devienne réalité. Et donc, nous avons passé plusieurs sessions pour apprendre à se connaître avec des modérateurs qui étaient là pour aider. Nous avions de la chance d'avoir un aîné qui était là pour pouvoir bénir notre travail, pour nous guider spirituellement. Et puis, évidemment, l'équipe de Emily Carr était vraiment heureux d'être sur place et de pouvoir nous aider. Et donc, nous avons donné une voix et une plateforme. Oui, nous avons été rémunérés, mais je pense que ce qui est plus important, c'est que nous n'étions pas seuls dans ce processus. Et le BC Mental Health Substance Use, je pense qu'ils sont alignés dans leurs actions avec les valeurs, avec leurs valeurs. Et lorsque je réfléchis à cela, eh bien, je pense qu'ils auraient pu nous faire des entretiens individuellement avec peut-être des des petites vidéos, mais je pense que cet espace virtuel était vrai pour une sécurité émotionnelle, avec des gens qui avaient des expériences diverses, qui venaient de différents endroits. Et donc, à chaque fois que les personnes qui racontaient des histoires, Chris et Charles, c'était très fort. Nous pouvions nous nourrir les uns sur les autres. Et donc, pendant ces mois, nous étions ensemble et il y a des douleurs qui ont été partagées dans cet espace. C'est une opportunité rare d'avoir une vulnérabilité émotionnelle et c'était très difficile dans ces temps où nous étions déconnectés en tant que société. Et donc, comme je l'ai dit plus tôt, il y a très peu sur Terre qui est plus efficace à détruire les autostigmatisations que d'écouter et de pouvoir raisonner avec
avec d'autres donc histoires. Et je comprends, c'est tout. Nous sommes tous des êtres humains et nous essayons de faire du mieux possible. Et j'ai plein de choses, de bonnes choses à dire de la façon dont nous avons été traités à Emily Carr. Ils étaient super de pouvoir parler de leurs histoires, surtout dans dans la dernière partie du projet et avec tous les modérateurs et toutes les personnes qui ont raconté leurs histoires dans ce projet, on s'est senti soutenus et valorisés à chaque étape. Et lorsque je regarde en arrière, eh bien, aucun d'entre nous savait quels étaient les progrès que nous faisions au-delà du projet de vidéo pour perturber la stigmatisation. C'était plutôt vague au départ, mais à la fin, c'est devenu quelque chose, une expérience magique qui a été guidée par une raison d'être partagée et avec l'authenticité pour qu'elle soit exprimée et une expérience que nous devions célébrer. Et je suis tellement reconnaissante pour cette initiative, bien que ce projet, c'était vraiment pour interrompre la stigmatisation sociétale, eh bien, je pense que cela, c'était pour transformer la relation que j'avais avec certaines de ces identités intersectionnelles et ma honte personnelle. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de très cool, mais c'est pas à moi que revient en fait le crédit. On voulait justement que les vidéos nous aident à surmonter ces stéréotypes ou cette stigmatisation. Les vidéos sont accompagnées par un dialogue fabuleux, par un guide, en fait. Ça ouvre justement l'espace au dialogue dans un esprit d'ouverture, de curiosité. Et l'objectif, réellement, c'est d'essayer de comprendre les perspectives des autres. Et je vous encourage, bien sûr, à regarder ces vidéos. Ce sont des vidéos très courtes et ça peut servir de catalyseur pour justement discuter de ces questions complexes sociales. Alors, c'est justement l'IRSC qui a créé cela. Il y a aussi un dialogue qui a été très bien écrit, un guide de formation avec des partenaires et aussi des parties prenantes issues de la communauté pour permettre la facilitation ou cette animation au sein du lieu de travail pour engager les personnes qui ont des expériences vécues à ce niveau-là. Le projet pilote travaille avec des effectifs des services correctionnels et aussi réellement, ce dialogue peut être finalement utilisé dans des centres de soins ou ailleurs. C'est quand même assez incroyable, justement, que ce projet continue à créer de l'intérêt et aussi pour co-créer avec nous, pour apprendre avec nous. Et aussi interrompre la stigmatisation au niveau social. Donc, moi, ce que j'espère au cours de ce projet, c'est qu'en partageant nos vérités avec les autres qui ont déjà des expériences vécues très différentes de la mienne, je peux apprendre de leurs expériences et vice-versa. On peut voir l'humanité dans ces expériences sans aucune dérision, sans aucun préjugé. Je pense qu'au final, c'est un événement qui ne se limite pas à la santé mentale ou à la toxicomanie, c'est juste un point de départ. Et cela me donne un aperçu de la société où la lutte est acceptée, comprise et même valorisée pour justement la sagesse qu'elle permet d'apporter. Prochaine diapo. Alors, bien sûr, on n'a pas beaucoup de temps, mais moi, je pourrais parler énormément. Juste un aperçu d'un événement qui a été organisé par cette organisation. Ça fait 2 ans déjà. Ça a été la première fois, notre première réunion en présentiel qui a en fait donc montré des vidéos en public. Cet événement a rassemblé les effectifs des familles, des patients, différentes parties prenantes qui ont ensuite été témoins de nos histoires. Et en fait, on a célébré nos histoires, nos passés uniques de guérison. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour justement surmonter la stigmatisation, surmonter les préjugés liés à la toxicomanie, par exemple. Cette célébration incroyable de ce travail et le potentiel aussi pour l'avenir a été célébré. Merci beaucoup à tous pour cette invitation aujourd'hui. Je repasse la parole à Katie pour la dernière diapo. Merci beaucoup. Alors, juste pour aussi faire entendre notre gratitude, notre reconnaissance, un encouragement aussi, bien sûr, d'aller jeter un coup d'œil à notre site Internet. La page d'accueil, eh bien, c'est là où vous allez retrouver les vidéos. Il y a 8 autres ressources aussi pour justement comprendre, faciliter le dialogue.
stimuler le dialogue et nous espérons que vous allez continuer à partager ces ressources, les utiliser dans votre travail aussi. Parce que la manière dont ces ressources ont été conçues, eh bien, c'était pour justement garder en tête ces contextes plus vastes. On ne parle pas de maladies en particulier. On veut tout simplement aborder des concepts, par exemple la confiance, croire en quelqu'un. Comment est-ce qu'on peut faire pour encourager tout cela? Comment peut-on interrompre la stigmatisation, rompre la stigmatisation, la surmonter? Donc, je vous invite vraiment à rester en contact. On adorerait entendre aussi comment ces ressources affectent vos espaces. Merci beaucoup. On apprécie énormément le temps que vous nous avez alloué aujourd'hui. Wow! Merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'avoir partagé, en fait, ces histoires très puissantes. Et justement, pour l'histoire de Unite, c'est une approche qui, finalement, nous montre ces questions de pouvoir, de privilège, de stigmatisation, l'intersectionnalité, toutes les complexités, finalement, de ces questions qu'on a en face de nous. Merci pour tout cela. Et je pense que, finalement, la puissance et le pouvoir de raconter son histoire, cette humanité partagée. Et maintenant, je vais souhaiter la bienvenue à Elise et Embreen qui vont nous parler de leur travail avec Impact. C'est une autre approche à cet engagement inclusif qui continue à renforcer notre compréhension de cet engagement basé sur l'équité. Bienvenue Elise et Embreen. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, Denise, pour cette présentation aussi un peu plus tôt. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour Lisa et moi de partager avec vous comment est-ce que cela a été co-développé? Comment est-ce qu'on a établi un partenariat au sein de la communauté? Il s'agit réellement d'une histoire, la manière dont une personne spécialisée dans la science, dans les sciences sociales, a réussi à faire une disruption. Je vais commencer par dire que nous vivons dans la région de Toronto, qui est le territoire traditionnel des Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee et des Wendat, des peuples Wendat. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes et des Premières Nations diverses qui vivent, qui continuent à vivre sur ce territoire. Nous sommes engagés vis-à-vis de la vérité de la réconciliation. Nous honorons tout ce que nous avons appris de nos partenaires des Premières Nations avec qui nous partageons cet espace et nous sommes engagés à respecter ces territoires. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier, bien sûr, le WCH pour son soutien et sa volonté d'innover et de changer les processus et les politiques pour permettre l'adoption de nouveaux modèles d'engagement des patients. Prochaine diapo. De quoi parle-t-on exactement aujourd'hui? Lorsque Carol nous a contactés, elle nous a demandé de partager la manière dont on a géré tout ça. Et on a voulu partager avec les gens non seulement des concepts théoriques, mais aussi des aspects concrets. Comment est-ce qu'on peut passer de la théorie à la pratique? Et vous dire aussi ce que c'est que Impact. Comment est-ce qu'on a appris de son existence? Pour cela, il faut remonter un petit peu et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de valeurs partagées par United. Nous sommes réunis par par des valeurs communes. Nous sommes engagés à agir. Alors, je vais partager avec vous ma perspective et ensuite je partagerai la parole à Élise afin qu'elle puisse aussi partager sa vision du monde et on va justement résumer ce qu'on a fait aujourd'hui dans le cadre d'Impact. Moi, je suis dans le domaine des sciences sociales. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je crois que la connaissance n'est pas neutre. Les connaissances sont produites par des systèmes et par des structures et aussi sont modelées par des forces économiques et sociales. Je pense également que la manière dont nos institutions sont structurées de nos jours, eh bien, vont reproduire les mêmes types de connaissances, à moins que nous ne prenions action pour justement changer les choses. Je pense qu'il n'y a pas d'objectif unique et que, afin que la démocratie des connaissances puisse se réaliser, je pense que c'est très important que tous puissent partager au dialogue, que tous aient la capacité justement de faire des changements. En ce qui concerne ma position, eh bien, vous pouvez voir un petit peu que je suis une femme, je viens des minorités visibles, je suis une immigrante
une immigrée, pardon, récente au Canada. Mais je suis aussi une scientifique, ce qui veut dire que j'ai le pouvoir de créer des connaissances. Et je suis engagée pour justement créer du plaidoyer, de la recherche pour créer une société plus juste et plus équitable. Élise, je te passe maintenant la parole. Désolée, j'ai perdu ma voix aujourd'hui, je vais faire de mon mieux. Comme Breen l'a dit, j'ai un privilège parce que je suis blanche, je suis une femme, j'ai grandi dans le bon environnement culturel, ce qui m'a donné des informations. Ça m'a permis de faire partie d'une minorité, mais aussi du groupe des privilégiés. Et j'ai demandé aussi à mes collègues soignants comment est-ce que je peux établir des partenariats avec quelqu'un qui n'est pas comme moi. Et cela m'a fait réfléchir à mon rôle en tant que partenaire. Partenaire des patients et quel est mon rôle et qu'est-ce que je peux offrir à ces personnes qui ont moins de privilèges que moi? Quel serait mon rôle donc? En tant qu'allié, le fait d'être allié, c'est la pratique d'utiliser le pouvoir et le privilège qu'on a pour soutenir et plaidoyer au nom d'individus marginalisés ou de groupes marginalisés. Le fait d'être allié, c'est aussi d'agir pour défier le système d'oppression et de promouvoir l'équité et l'inclusion, même lorsqu'on n'est pas affecté directement par le système. Donc, pour être un allié, on doit être prêt à écouter et apprendre de la part des personnes qui appartiennent à la communauté des marginalisés. On doit aussi être capable d'utiliser notre privilège et notre pouvoir pour faire entendre la voix de ces personnes marginalisées. Cela eh bien, implique de confronter les biais, les préjugés, d'éduquer les autres, informer les autres par rapport aux questions d'oppression et de travailler pour créer davantage d'environnements inclusifs et équitables. Le fait d'être allié n'est pas lié à une identité, mais cela nécessite un engagement vis-à-vis d'un apprentissage continu et une réflexion, une auto-réflexion. Cela nécessite aussi la capacité de prendre des risques, d'être vulnérable. Ce n'est pas toujours confortable et de faire des erreurs. Le fait d'être allié, c'est aussi un outil crucial pour construire des communautés plus fortes et plus inclusives et pour promouvoir aussi le changement social ainsi que le progrès. Pour moi, mon rôle, c'est d'être un suspect usuel, si vous voulez, un suspect normal, entre guillemets. C'est en fait d'ouvrir la voie et de faire entendre la voix de ceux qui ne sont pas assis autour de la table normalement. Prochaine diapo. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va commencer par décrire l'impact, décrire impact et le modèle d'engagement inclusif des patients. Prochaine diapo. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par diversité déjà? Les communautés diversifiées incluent une vaste gamme d'expériences et d'expressions. Je sais que c'est ce que comprennent par cela nos collègues de Unity. Cela inclut différentes identités sexuelles, raciales, différentes choses. Lorsque Breen et moi, on a parlé pour la première fois, on a exploré certains éléments clés d'engagement pour nous. Il s'agit de relations, de construire des relations. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça se passe et comment peut-on nous éloigner de cette approche RH, que la forme que prend traditionnellement l'engagement et qui a tendance à être transactionnel. Alors, on a commencé Impact en parlant avec des personnes qu'on connaissait déjà et qui venaient de différents profils et qui n'étaient pas normalement des personnes qui étaient assises justement autour de la table et qui étaient représentées autour de cette table. Et nous avons donc créé Impact, conçu Impact d'une manière organique. Nous avons décidé qu'on voulait être une communauté et donc que nous n'allions pas avoir de termes de référence parce que nous ne sommes pas un conseil, mais bien une communauté. Et les cadres limités sont transactionnels. Les communautés ne sont pas transactionnelles et sont basées sur des relations.
Les communautés, en plus, ont aussi un dénominateur commun, un facteur ou un objectif commun. Parfois, c'est l'aspect géographique ou la zone géographique. Nous, on s'est réunis autour de l'objectif commun de l'équité et de la santé. Prochaine diapo. Et comme l'a dit LT, on n'étiquette pas les personnes parce qu'on s'est rendu compte que cela ne mettait pas les gens à l'aise. On n'utilise pas des catégories pour les gens. On pense que le fait d'étiqueter les gens est restreignant et peut même porter préjudice. Notre site Internet, et ça, c'est une petit vidéoclip de notre site Internet, explique notre approche. Tout le monde a écrit ses propres choses, expériences, et ont sélectionné la manière dont ils voulaient se présenter, les choses qu'ils voulaient dire à propos d'eux-mêmes, et aussi ils ont décidé s'ils voulaient montrer leurs photos ou pas. Donc, ils ont choisi la manière dont eux voulaient se décrire à nous. Donc, nous sommes une communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les communautés peuvent être beaucoup de choses. Dans ce cas-ci, nous sommes une communauté qui est unie par une valeur partagée. On s'est rassemblés parce qu'on croit tous aux besoins d'équité dans le domaine de la santé. Ce qui nous unit, c'est cette croyance. Cette croyance que nous avons besoin d'un système de santé inclusif qui soit socialement juste et équitable pour tous. Nous pensons qu'afin que cela se produise, eh bien, il faut qu'on entende les retours d'impression de tous, les opinions de tous. Nous devons donc écouter ces personnes qui ont un vécu expérientiel diversifié et appliquer une optique d'équité dans le domaine de la santé, et ce, en tout temps. Alors, il y a des preuves de l'impact scientifique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de mesurer à quel point, par exemple, une étude ou des résultats scientifiques ont influencé d'autres chercheurs. Et moi, je peux dire qu'il s'agit peut-être pas les meilleures mesures pour mesurer l'impact, mais c'est ce qui est académiquement crédible pour l'instant. On est passé de 2 membres à 5 membres et maintenant, nous avons 17 membres d'impact et certaines personnes on en a entendu parler, nous avons reçu des prix. Nous nous sommes engagés auprès de 6 hôpitaux à travers le Canada, 10 institutions, y compris une institution pan-canadienne. La question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on a connu un succès aussi limité? Quelle est la lacune que Impact a remplie et comblée et comment est-ce qu'on a réussi? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, voilà l'histoire. C'est l'histoire de défier le statu quo. Et ça ressemble à cela. Ça ressemble à une table au sein d'un institut de santé avec un ordre du jour qui a été établi par cette même institution de santé. Les partenaires, les patients sont privilégiés. Les personnes qui peuvent s'asseoir autour de cette table ont toujours des connexions et ce sont des personnes qui ont des ressources matérielles, du temps et de l'argent qui leur permet de participer à ces réunions. D'après mon expérience, il y a des conseils, mais ceux-là n'ont pas trop d'impact. Il y a ils servent l'intérêt de l'organisation qui les rassemble et ils servent rarement les intérêts qui sont à l'extérieur de l'organisation. Beaucoup de partenaires patients font leur travail sur des projets d'amélioration. Donc, eux apportent beaucoup autour de la table. Prochaine diapo. Je pense que cette image peut vous être familier. Voilà l'engagement des patients classiques. Prochaine diapo. Embreen. J'ai mentionné tout à l'heure mon rôle et d'après ma vision du monde, pardon. Et moi, je suis amenée à poser des questions par rapport au statu quo. Lorsque je regarde la table de l'engagement des patients, la question qui me surgit, c'est quelles sont les voix qui sont exclues? Quelles sont les voix qui manquent et pourquoi est-ce que ça arrive et que peut-on faire? Cependant, en tant que personne
spécialisée dans les sciences sociales, je pratique beaucoup le dites-moi. Dites-moi, c'est l'idée que à chaque fois que j'écoute et que j'apprends, je déconstruis tout ce que je connais, tout ce que je sais et je reconstruis cela en incluant les nouvelles informations que j'ai reçues parce que je n'ai pas été engagée en tant que partenaire patient. Ce ne sont pas des questions auxquelles j'ai des réponses. On m'a présenté à Élise, cependant, et prochaine diapo, s'il vous plaît, et ensemble, nous avons réussi à réfléchir à certaines de ces questions, Élise. Alors, très brièvement, moi, j'étais surprise en tant que patiente partenaire. Je venais de l'industrie du secteur de la technologie. J'ai vu les différences de langage et de culture, les différences entre les types d'espace qu'on occupe et que l'on comprend. Je voulais comprendre les considérations pratiques. Et je voulais voir si j'étais une personne privilégiée, que j'ai déjà de la misère avec la structure, la linguistique, avec des aspects linguistiques, qu'est-ce que ça va être pour une personne qui n'est pas comme moi? Prochaine diapo. Alors, en tant qu'être humain, nous sommes complexes et nous avons plusieurs identités, nous avons plusieurs influences. On peut être, par exemple, noir, trans et à l'aise. On peut être une personne éduquée qui a un diplôme, mais qui est récent, immigrant récent et qui va se retrouver sans abri. Donc, ce sont ces identités intersectionnelles qui, finalement, sont communs à tous. C'est ce concept de l'intersectionnalité, c'est un concept qui a été développé autour de l'idée que tous ces éléments dont on a parlé, le sexisme, le racisme, le colonialisme, l'impérialisme, eh bien, comment est-ce que ces éléments peuvent contribuer à l'exclusion, à l'inclusion? Comment est-ce que cela paraît ou transparaît? Et l'avatar que j'ai, moi, c'est assez vrai parce que même si Lisa et moi, on n'a pas été capable de tout expliquer, on a quand même une expérience. Mais on n'a pas suffisamment d'expérience au niveau de l'intersectionnalité pour se mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas ces privilèges que nous. Et bien sûr, il faut qu'on passe à l'action. On voulait comprendre qu'est-ce qui faisait, qui pourrait faire que l'engagement des patients pourrait être plus inclusif. Prochaine diapo. On a aussi voulu transformer cela en action. Prochaine diapo. L'une des questions qu'on a posées lorsqu'on a préparé cette diapo, c'est comment est-ce qu'on peut penser aux voix des personnes qui sont privilégiées et de ceux qui ne le sont pas. C'est important de réfléchir et d'apprendre de ces différentes communautés. Qu'est-ce qu'il faudrait pour participer et faire partie de cette étape de prise de décision? Et qu'est-ce qui pourrait être important pour ces personnes et quels sont les obstacles auxquels ils font face? Tout cela a commencé en parlant réellement des personnes qu'on connaît. Nous avons tous des relations profondes avec des membres de notre communauté. On est donc passé d'une relation de confiance à une autre relation de confiance. Et en fait, on a voulu voir si que personne pourrait être prêt à entamer cette conversation. Et on a dit, on voudrait en savoir plus par rapport à vous. On s'est concentré sur les réseaux de confiance. On a élargi ces réseaux de confiance. On a voulu mettre les relations au-dessus de tout et on s'est rassemblés en tant que groupe avec une valeur commune. Les membres des communautés nous ont dit qu'ils ne voulaient pas participer parce qu'il y aurait de l'étiquetage. Souvent, ils n'étaient pas invités. Et lorsqu'ils étaient invités, eh bien, il y avait assez peu d'impact par rapport aux choses qu'ils partageaient. On a aussi partagé aux personnes avec au sein des institutions de santé, mais ils disent qu'ils n'ont personne, pas d'homologue avec qui ils pourraient prendre contact au sein de ces institutions. Et ils se sont donc rendus compte que l'équité, c'était quelque chose d'assez difficile. C'est trop abstrait. Et comment peut-on agir si on veut vraiment faire quelque chose à ce sujet? Donc, c'est important d'explorer davantage cela. Cette diapo montre en fait cet endroit où tout le monde peut se réunir.
les institutions de santé veulent se mobiliser pour l'équité et on a eu aussi des personnes qui ont été prêtes à se mobiliser. C'est quelque chose qui a été conçu collaborativement avec toutes ces catégories de parties prenantes. Alors, l'aspect clé, c'était le renforcement des capacités pour le changement. Donc, lorsqu'on s'est rassemblés en tant que partenaires patients, comment est-ce qu'on voulait renforcer les capacités pour les changements qu'on voulait voir dans le système de santé? On a décidé de se concentrer sur une analyse de l'équité dans le domaine de la santé. Pour tous d'entre vous qui êtes familiers avec le système de santé et avec cela, donc, comment est-ce qu'on fait cette analyse? Cette analyse est souvent faite par des personnes qui sont assises dans leur tour d'ivoire, qui font des suppositions et qui pensent aux implications de leur projet sur une communauté. Mais nous, ce qu'on a fait, eh bien, on a rassemblé les expériences vécues pour pouvoir justement nourrir ces projets, les alimenter avec ces informations et faire en sorte que ces projets soient gérés par cette expérience des membres de la communauté. Alors, on a un processus assez formel lorsqu'on s'engage auprès de cette équipe de recherche, lorsqu'on nous présente un projet pour une consultation. Donc, la partie clé de cela, ce sont les parties en bleu, les rectangles en bleu. Et ici, on travaille sur la base des principes de ce projet. Donc, on s'engage auprès des décideurs dans le cadre d'un projet de recherche. Et il s'agit ici de l'un des éléments clés qui fait en sorte que nos consultations fonctionnent parce que le temps qu'on passe dans ces réunions, eh bien, c'est le temps qu'il faut pour aider à traduire ou transférer la vision des personnes académiques et de le traduire en langage de tous les jours, c'est-à-dire comment est-ce que vous expliqueriez ça à votre grand-mère assise autour de la table. Et cela permet de créer un espace de sécurité pour que la consultation puisse avoir lieu. La consultation en tant que telle ensuite a lieu et les gens viennent nous voir avec des petites présentations du projet et ils posent des questions, les questions qu'ils veulent discuter. Nous avons donc notre discussion. Certaines parties de ces discussions sont organisées avec les personnes qui viennent nous voir, d'autres hors ligne. Et ensuite, on produit un rapport écrit avec des recommandations basées sur ces discussions. Et on termine ensuite en demandant des retours d'impression afin qu'on puisse comprendre quelles sont les actions qui ont été entreprises sur la base de ces recommandations. Pour tout le monde, pour que tout le monde au sein de la communauté puisse mesurer son impact. Prochaine diapo et je passe la parole à Ambreen. Alors, d'autres questions qu'on a posées lorsqu'on a préparé cette présentation. Comment est-ce qu'on reconnaît les personnes qui sont privilégiées et les personnes qui sont au pouvoir? Alors, il y a un processus. Comment est-ce qu'on peut rassembler ces personnes pour avoir ces conversations et ces discussions? Alors, on a conçu cela en tant que groupe, mais on a vraiment été conscient du fait que cela doit être disséminé, doit être aussi mis à niveau pour avoir un impact régional et au-delà. On a donc voulu réfléchir à des idées, réfléchir aux ressources et aux infrastructures dont on a besoin pour développer une unité telle que Impact. Quels sont, par exemple, ceux qui vont adopter cela de manière précoce et voir quelles peuvent être les idées. Cela a été délibéré. Et c'était important aussi de créer ces espaces pour l'engagement sécuritaire. C'était important aussi que les membres d'Impact puissent savoir qu'ils contribuent à faire des changements majeurs. Et c'est comme cela qu'on a transposé ça en action. Comment est-ce que Impact est devenu ce qu'il est? Bien, il s'agit d'une communauté qui est identifiable par ses valeurs. On veut faire en sorte que le système de santé soit plus équitable et plus accessible pour tous. Nous avons conçu une analyse, nous avons établi des partenariats avec les parties prenantes, avec des chercheurs, afin qu'ils puissent aussi avoir leur mot à dire et contribuer avec leur travail. Comprendre comment est-ce que le travail peut être plus équitable, plus inclusif.
quelles sont les perspectives auxquelles ils n'ont pas pensé, par exemple. Et ce faisant, nous partageons la puissance, le pouvoir au sein de la communauté. Et donc, c'est important de faire entendre la voix de tous autour de la table. Prochaine diapo. Alors, voilà quelques principes clés. Qu'est-ce qui manque et où est-ce qu'on passe notre temps? Où est-ce qu'on construit des relations? Identifier les zones de confort des gens, y compris en ligne. Et on doit penser à la question de l'accessibilité. Cela n'est pas toujours la même chose, que ce soit dans le monde réel ou en ligne. Et il s'agit de relations. Il faut prendre le temps d'investir, d'alimenter les relations qui sont déjà existantes. Et il faut être délibéré aussi par rapport au plan de succession. On forme des membres de Impact pour jouer les rôles que nous avons aujourd'hui et ensuite ne pas nuire. C'est un autre principe. Essayons de ne pas étiqueter les personnes. Créons des espaces de sécurité où ces gens peuvent se sentir à l'aise pour partager tous les aspects de leur identité. Prochaine diapo. Alors, on va résumer ce que nous avons donc couvert et on va vous laisser avec des options d'action. Prochaine diapo. Alors, dans le domaine de la santé, on peut faire beaucoup de choses pour améliorer des processus déjà existants et ajuster ces processus. Impact, ce n'est pas un ajustement. Impact, ce n'est pas une amélioration. Impact, c'est une nouvelle manière de s'engager. Prochaine diapo. Que pouvez-vous faire? Est-ce que vous avez un projet qui est en cours? Est-ce que vous avez réfléchi à cela déjà, à la manière dont vous voulez aborder les questions d'équité, de santé? Si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez créer votre propre mouvement d'équité dans le domaine de la santé, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter pour des outils, des ressources que nous avons. Et finalement, j'aimerais vous remercier énormément pour avoir passé ce moment avec nous. Je suis très enthousiaste par rapport à ce travail et nous avons très hâte, eh bien, d'étendre ce mouvement. Voilà, merci. Eh bien, je pense que je ne pourrais pas remercier suffisamment nos intervenants aujourd'hui. Je les remercie énormément pour leur présentation. Nous avons mis au défi nos intervenants. On leur a demandé comment est-ce qu'on pouvait passer de la théorie à la pratique. Et ce projet Unite parle d'une disruption en racontant des histoires. Et le projet Impact nous parle de l'engagement des patients, et ce, d'une manière différente. Ces deux intervenantes, Elise et Alti, ont parlé aussi du fait d'être alliés, d'être prêts à écouter et à apprendre. Il faut analyser nos propres privilèges afin de pouvoir faire entendre la voix des autres. Elti a partagé avec nous le fait que l'équipe avait écouté l'expérience. Unite a utilisé l'intersectionnalité, la lentille de l'intersectionnalité dans son travail. Et Impact a utilisé ce casse-tête ou ce puzzle de la diversité. Donc, on a créé un sentiment de communauté. Il n'y a pas d'étiquettes qui ont été assignées à personne et on veut mettre les relations au-dessus de tout. Artie a parlé du fait de ne pas avoir d'un partenaire patient qui soit unique. Un autre exemple de la manière dont on peut créer ce sentiment de communauté. Chaque personne, à sa manière, nous a présenté les défis posés par le statu quo et par la stigmatisation lorsqu'on essaie de faire entendre la voix des patients d'une manière transformative dans le domaine de la santé. Un engagement classique des patients sert souvent les objectifs de l'organisation, mais non pas
de ceux qui sont à l'extérieur. Je vous remercie à tous, tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. J'espère que vous allez relever le défi de l'action lorsque vous allez commencer à réfléchir à la manière dont vous pouvez également contribuer à l'équité via l'analyse du privilège et de l'intersectionnalité et de l'opportunité d'être informé par rapport au traumatisme et efficace pour construire des relations. Merci et thank you. Fantastique, ces réflexions de conclusion et de clôture. Merci beaucoup. Un énorme merci à nos intervenants aujourd'hui, Katie, LT, Elissa, Embreen. Je voulais aussi, bien sûr, remercier toutes les personnes dans les coulisses ici chez Healthcare Excellence Canada, notre équipe d'apprentissage, les producteurs, les interprètes qui font en sorte que nous avons pu avoir une expérience positive au cours de ce webinaire. Alors, cette séance a été enregistrée et les ressources, bien sûr, vous seront disponibilisées par email. Et aussi sur le site Internet du IRCS. Et nous allons bien sûr ensuite lancer une autre séance de cette série au mois de juin. Il y aura 2 exemples d'initiatives qui ont été conçues avec bien sûr l'équité en tête pour pouvoir garantir davantage de soins inclusifs. Nous aurons des intervenants, Shore, par exemple, de Doctors of the World, Antoine Beauvin, entre autres, qui va parler des communautés qui prennent soin. Et donc, pour vos inscriptions, eh bien, n'hésitez pas à visiter le site Internet. Avant de partir, on aimerait que vous répondiez à un petit sondage à l'écran pour que vous puissiez nous donner votre avis sur cette séance. Alors, merci encore une fois d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. On a très hâte de vous revoir. Voilà donc, cela conclut notre webinaire d'aujourd'hui. Merci.